C'est aussi pour lui parce que, voilà, c'est qu'il ne soit pas parti pour rien, qu'il n'ait pas fait ça pour rien, que s'il a choisi cette solution extrême, c'est qu'il n'en a pas trouvé d'autre. Donc oui, c'est lui reconnaître un statut de victime. L'école, un lieu protégé. Un sanctuaire où chaque enfant devrait pouvoir apprendre à lire, à écrire, ou simplement jouer avec ses camarades en toute sécurité. Mais trop souvent, les salles de classe, les couloirs, la cour de récréation deviennent un enfer. Jackie est devenu le souffre-douleur de sa classe. Chaque jour était une épreuve. Il a survécu et veut partager son histoire. Alexandre, lui, n'a pas eu cette chance. À bout, il a décidé de mettre fin à ses jours. Depuis, sa maman, Gaëlle, mène un combat contre le harcèlement à l'école. J'ai eu envie de mieux comprendre pourquoi la vie d'un enfant peut à ce point basculer. Et surtout, comment éviter ça. Je m'appelle Jackie Pamard, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Je m'appelle Gaëlle Tranchant, je suis la maman d'Alexandre, victime de harcèlement scolaire. Insultés, moqués et humiliés quotidiennement, Jackie et Alexandre ont été victimes de harcèlement de la part de leurs camarades. 2 trajectoires d'adolescents frappés par la violence des cours de récréation. Jackie essaie de se reconstruire après les terribles épreuves qu'il a traversées durant 1 an. Alexandre, lui, n'a pas pu résister à la pression exercée par les autres élèves et a choisi une solution extrême. Ses parents, qui doivent réapprendre à vivre malgré son absence, cherchent à rendre justice à leur fils. Depuis presque 1 an, Gaëlle Tranchant vient régulièrement dans cette chambre où son fils Alexandre a mis fin à ses jours le 23 février 2013. Donc là, on est dans la chambre d'Alexandre. Je suis presque par l'odeur sentir sa présence, donc c'est vrai que c'est le premier truc qui me prend quand je rentre ici. Et puis généralement, moi, je reste pas longtemps. Je me balade, je regarde son pampan, je lui caresse le nez parce que c'était un tic qu'il avait pris. C'est dans sa chambre d'enfant, au milieu de ses jouets, qu'Alexandre a décidé de se donner la mort, brisant ainsi le bonheur de ses parents. Longtemps, ils vont hésiter à quitter le domicile familial. On s'est dit, est-ce qu'on sera capable de continuer à vivre dans l'endroit où Alexandre est parti? Mais ça a été la maison dans laquelle on a partagé tellement de bonnes choses, tellement de bonheur, il y a eu tellement de bons moments. Moi, je vois plus un endroit de bien-être. Nous sommes en 1998. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Gaëlle tombe finalement enceinte. Alexandre est le petit miracle de la famille. C'était donc mon fils unique et c'était ma vie. Puisque voilà, j'ai eu du mal à l'avoir, donc c'est vrai que quand excusez-moi, quand on a eu le bonheur de le voir arriver dans notre vie, c'était mon rayon de soleil, c'était ma raison de vivre. La vie de famille se construit alors autour de ce petit garçon plein de vitalité. Comme c'était un enfant très vivant, en fait, dès qu'il sortait de la pièce, on s'en apercevait de suite parce qu'il manquait quelque chose, quoi. Il prenait beaucoup d'espace, beaucoup de place, et nous, ça nous convenait tout à fait puisqu'on avait décidé d'avoir un enfant aussi pour ça. Très vite, Alexandre, curieux de tout, développe des centres d'intérêt peu communs pour son âge. Il était passionné par tout ce qui est le domaine scientifique, par l'archéologie, par l'espace, l'aéronautique, il y avait beaucoup de choses qui le passionnaient. Puis il était content aussi d'en parler. Mais Alexandre fait aussi partie d'un club de foot. Gilles, son père, l'emmenait régulièrement à ses entraînements. Il garde un souvenir ému de tous les moments qu'il partageait avec lui. Et donc on venait 2 soirs dans la semaine, il avait entraînement. Donc moi je restais là-bas pour lui foutre la paix. Et puis il faisait son petit business. On se baladait en bécane ensemble, on allait manger ensemble.
Je l'emmenais là au foot, de temps en temps c'est moi qui l'emmenais pour les matchs. Bon, vu que je ne suis pas un grand passionné de foot, c'était plus la charge de sa mère, les grands matchs. Une vie simple pour Alexandre, partagée entre le bonheur familial et les copains d'école. C'est une équipe de copains avant d'être une équipe de foot. Au bout de 2 semaines d'entraînement, il faisait partie de l'équipe. Mais Alexandre doit changer d'établissement scolaire et il va se sentir très isolé. Quand Alexandre est arrivé sur Carcassonne, je dirais que ça a été un petit peu plus difficile, de par sa personnalité et de ses connaissances et ce qui l'intéressait. C'est vrai que ce n'était pas forcément ce que les ados de maintenant, je dirais, attendaient d'un camarade. Arrivé dans son nouveau collège, Alexandre a beaucoup de mal à partager ses passions avec ses nouveaux camarades. Pire encore, il devient l'un des premiers de sa classe, une véritable tare pour les autres élèves. Voilà, parce qu'on participe en classe, du coup, voilà, on est considéré comme le premier de la classe parce qu'on a des bonnes notes. Et il y a une espèce de système qui se met en place malheureusement et voilà, du coup, ils se retrouvent en marge et considérés comme différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes passions que les autres. Sa passion pour les sciences et l'archéologie se développe. Et c'est à cause de cette différence que les jeunes de sa classe vont commencer à le rejeter. Éric de Barbieux, vous êtes universitaire. Vous avez consacré une très grande partie de votre carrière à travailler sur la violence à l'école, à tel point que le gouvernement vous a confié une mission ministérielle sur le sujet. Alors, un enfant sur 10 serait victime de harcèlement. Quels sont les différents types de harcèlement scolaire ? Ça peut être sur l'apparence physique, sur le sexisme, par exemple, peut-être également un harcèlement, etc. Mais il y a quelque chose qui est commun à tout ça. Ce qui est commun, c'est que c'est une oppression quotidienne, répétée sur des critères qui sont « j'accepte pas ta différence » ou « je fabrique ta différence ». C'est-à-dire que c'est « t'es pas de mon quartier », « t'es pas de la bonne couleur de cheveux »,« t'es trop petit »,« t'es trop gros », ou tout simplement « tu es un mauvais élève » ou un bon élève. C'est vraiment cette oppression du groupe, cette oppression à la conformité, je crois, qui forme le principe même du harcèlement. Épanoui en famille et bon élève, Alexandre se sent rejeté par ses camarades qui vont peu à peu commencer à se moquer de lui et le mettre à l'écart. C'est la première fois que Jackie revient dans l'enceinte du collège Georges Brassens, là où il a passé son année de 6e. Donc là, on est dans la salle d'histoire-géographie. Donc moi, j'étais installé toute l'année ici, parce qu'on avait toujours les mêmes classes. Et voilà, toute l'année, j'étais là. Mais c'est aussi entre ces murs que Jackie a connu l'enfer du harcèlement. La sonnerie, c'est un signal qui marquait la différence entre 2 environnements. Donc là où j'étais en classe, donc là où il ne m'arrivait rien parce qu'il y avait le prof, et l'autre côté, donc là où dans les couloirs, en récréation, la pause de midi. Et c'est là où se déroulaient les violences. Pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario. Entouré d'une famille heureuse et aimante, Jackie apparaît comme un petit garçon rêveur. Il était différent au sens que les autres garçons, c'était plus le ballon, les petites voitures. Bon, Jackie, tout ce qui est sport, pas possible. Et il a vraiment une sensibilité, Jackie. Donc ça fait qu'il était un peu dans son monde, on va dire. Mais très vite, Jackie développe un bégaiement prononcé. Pour ce petit garçon sensible, chaque moment de vie devient une véritable épreuve. C'est dur de créer le contact. Et aussi en dehors pour aller chercher du pain, faire les courses, tout ça, c'était assez compliqué en fait. À chaque fois, je voyais ça comme un défi. Ça me stressait, mais j'étais content de pouvoir le faire en fait. Jackie arrive à dépasser ce handicap au quotidien. Mais c'est lorsqu'il est confronté à des jeunes de son âge que son bégaiement lui pèse le plus. En primaire, au fil du temps, au fil des classes, c'est là où les remarques vexantes se sont mises à apparaître. Donc bon, ça ne me mettait pas non plus très mal, mais bon, c'était un peu pesant. Malgré les moqueries, Jackie parvient à s'intégrer et vit une primaire sans encombre.
Mais c'est à son arrivée en 6e que les choses se compliquent. Jackie se retrouve seule, séparée de ses amis du primaire. Quand je suis arrivé dans ma nouvelle classe de 6e, je ne connaissais pas grand monde. Les seuls noms que je connaissais, c'était des personnes qui se moquaient de moi en fait, en primaire. Donc c'est vrai que bon, on n'était pas très proches, évidemment. Très vite, les simples brimades font place aux insultes blessantes qui, ponctuées de mots violents, sont répétées quotidiennement. Quand on a ces insultes tous les jours, par plusieurs personnes, on se dit bon bah, c'est bizarre, mais si tout le monde le dit, c'est que c'est peut-être vrai. C'est une réflexion totalement idiote, mais on se la pose en fait. On se dit bah s'ils disent ça, c'est qu'il y a un problème quoi. Jackie est alors persuadé que le problème vient de lui. Il préfère s'isoler des autres élèves et encaisser les insultes sans protester. Mais la situation va devenir bien plus compliquée quand il va croiser la route d'une bande d'élèves de 3e particulièrement agressifs. C'était un jour où j'étais en retard, j'avais cours au 3e étage. Donc je me suis mis à courir dans les couloirs. Et en fait, il y a la poignée du cartable qui était au niveau du haut de mon dos. En fait, ils ont pris avec leurs mains cette poignée et ils se sont amusés à jouer avec moi en fait. Puis c'est après qu'ils m'ont projeté contre un mur. Et c'est là que j'ai eu quelques coups de poing, quelques coups de pied très brefs sur le corps. Et ensuite, ils m'ont lâché. Bien que choqué par cette violente attaque, Jackie préfère oublier l'incident. À ce moment-là, il pense à un événement isolé. C'est vrai qu'on a toujours peur des 3e quand on rentre en 6e, donc je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça arrivera une fois et que ça ne se reproduira pas, donc j'ai pas accordé trop d'importance à ce qui s'était passé. Seulement, les violences et les intimidations vont se répéter fréquemment, jusqu'à devenir le quotidien du jeune homme. C'était presque tout le temps la même chose. C'était une parfaite répétition, tout le temps. À force de coups portés chaque jour, le corps de Jackie est couvert de bleus et de marques. Mais ces harceleurs ne font rien au hasard, tout est calculé. J'ai aussi le souvenir vague qu'il y en a un qui s'est mis à me faire un coup derrière la tête et qu'un de ses camarades a dit non, ne fais surtout pas ça là, on va le voir après, il va aller se plaindre, tout ça. Malgré sa peur grandissante, Jackie ne parle à personne de ce qu'il subit au quotidien. Le mot balance circulait énormément, donc je ne voulais pas en parler. Et puis il y avait un autre phénomène que je ne peux toujours pas expliquer, c'est que j'avais honte de ce qui m'arrivait. Comme c'est un problème qui me concernait moi, le bégaiement, j'ai tout de suite remis la faute sur moi. Ces sentiments de culpabilité et de honte poussent l'adolescent à se taire. À la maison, il fait tout pour cacher son mal-être et ne laisse rien transparaître auprès de ses parents. Pour sa mère, rien dans le comportement de Jackie ne laissait imaginer un quotidien si terrifiant. Il n'y a pas eu de changement, même au niveau de ses résultats. Il a fait une très bonne 6e. Donc, non. Jackie, voilà, c'est un garçon calme. Il rentrait, il faisait ses leçons. Enfin, on n'a pas vu de changement, quoi. Rien d'étonnant puisque Jackie a consciemment tout fait pour masquer son mal-être et préserver le bonheur familial. J'ai pas envie de rentrer le soir et de dire « Ah voilà, il s'est passé ça, pour encore en parler et pour inclure ce qui se passait au collège dans le cercle familial. Donc j'avais établi aussi une frontière entre chez moi, où je ne dirais rien, où je profitais des moments avec ma famille, et le collège où voilà. Ça c'était carrément exclu et je ne voulais pas. Carole Damiani, vous êtes psychologue. On le voit avec Jackie, les enfants victimes de harcèlement refusent souvent d'en parler à leurs parents ou à leurs professeurs. Comment l'expliquer ? Les victimes se replient sur elles. C'est justement parce que c'était un élève déjà seul, déjà isolé, déjà fragile, qu'il ne va d'autant plus pas parler. Il a honte. Il y a très souvent la honte aussi qui empêche de parler. C'est ça, oui. Pourquoi la honte et la culpabilité quand on est victime ? Parce qu'on est atteint dans son intimité, c'est-à-dire que dans le harcèlement, tout est fait pour blesser, tout est fait pour détruire l'estime de soi. T'es nul, tu vaux rien, et l'enfant finit par l'intégrer.
Est-ce qu'il y a des agresseurs types, des portraits robots? Ce qu'on remarque quand même, c'est que lorsqu'on creuse un peu les choses, victimes et auteurs ont des points communs. Ce sont des enfants généralement plus fragiles que les autres, mais l'un va être dans sa fragilité et l'autre va masquer sa fragilité par des rodomontades, par des violences, pour masquer ce point faible. Un point commun également à tous ces harcèlements, c'est la loi du silence partagée par les enfants? Il ne peut pas y avoir de harcèlement sans les complices. Les complices, ce sont les autres enfants. Généralement, dans le harcèlement, les adultes ne vont pas voir. En revanche, les autres élèves savent, connaissent. C'est dur aussi pour un enfant de faire la part des choses, de savoir ce qu'il doit le dire ou pas. Ça, c'est pas simple. Donc le critère, c'est quand on voit quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui souffre, on doit en parler. En cachant ses problèmes, Jackie pense pouvoir contenir le calvaire qu'il vit derrière les murs du collège. Mais ses bourreaux ne comptent pas en rester là. Entré en 6e dans un collège où il ne connaît personne, Alexandre peine à trouver sa place. Fasciné par les domaines scientifiques, il est confronté à un rejet brutal de la part de ses camarades qui ne comprennent pas ses centres d'intérêt. Les moqueries ne tardent pas à apparaître. Alexandre souffre de cette situation et en parle à sa mère. J'arrivais à savoir les choses qui le touchaient vraiment, donc c'est vrai que de cet aspect-là, de pas assez d'amis, t'es trop petit, t'es trop gros, plus d'autres insultes qui ont fusé à un moment, bon, j'ai senti que ça le touchait. À ce moment-là, Gaëlle n'est pas inquiète. Elle pense à de simples jeux d'adolescents. Je me suis dit, c'est des bêtises de gamins et ça va passer. Il y a un moment où ils vont le laisser tomber parce que soit il aura grandi, soit je sais pas, il aura changé ou il aura une copine, j'en sais rien. Ils vont lui ficher la paix et puis ça s'arrêtera là, quoi. Ne pouvant pas se douter de la gravité de la situation, elle conseille simplement à son fils de se défendre. Donc je lui dis, mais par contre, il faut pas te laisser faire. Il faut que tu aies un petit peu de caractère pour te dire, bon, il y a un moment de dire stop, ça suffit, quelqu'un t'insulte, et ben tu lui dis stop, il comprend pas, tu lui réponds. Mais c'est lors de son entrée en 3e, en septembre 2012, que la situation va empirer pour le jeune garçon. Quasiment dès la rentrée de 3e, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Parce que voilà, il le considérait un peu comme un alien, parce que il n'avait pas les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Et là, ça a été, je pense, plus marqué par rapport aux autres années, 4e, 5e, 6e. Voilà, là, on a commencé, je pense, à s'en prendre plus à lui. Dans sa classe, un collégien en particulier va le prendre pour cible. Entre insultes, railleries, vols et raquettes quotidiens, le harcèlement s'intensifie. Gaëlle se souvient d'un jour particulièrement éprouvant pour son fils. Il ressort de l'école en pleurant, cette fois-ci. Alors je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, écoute, ce fameux élève X, quand on est arrivé dans la classe, donc il avait rangé son casque et son MP3 dans son sac, il m'a dit, il a pris mon sac, il l'a projeté à travers la classe et du coup, mon casque est cassé. Mais ce jour-là, c'en est trop. La mère d'Alexandre décide d'en parler à la direction du collège. J'explique l'histoire, je lui dis c'est toujours l'élève X qui embête Alexandre. Donc là, je me suis pas fâchée, mais voilà, je lui ai dit, ça fait 2 fois que je me déplace pour cet élève X. Je lui ai dit, il y a un moment, si vous n'arrivez pas à régler le problème, c'est moi qui vais m'en occuper. Mais vous inquiétez pas, on a compris, on va régler les choses. Et bon. Rassurée, Gaëlle pense que l'affaire est réglée. D'autant que son fils ne lui parle plus de ses problèmes. Donc quand je lui posais des questions, de savoir comment ça se passait à l'école, si l'élève X l'embêtait encore, il me répondait vaguement, partait vite sur autre chose. Donc moi, oui, j'ai cru que les choses avaient changé. Les choses semblent donc s'arranger pour le jeune Alexandre. À la fin du 2e trimestre, les élèves doivent effectuer un stage de découverte en entreprise. Alexandre est heureux puisqu'il vient d'être accepté par un laboratoire vétérinaire de la ville. Une semaine loin des ennuis scolaires. Et là, j'ai retrouvé mon Alexandre, quoi. C'était le soir, pendant 1h30, il nous parlait de tout ce qu'il avait fait, parce qu'il faisait des expériences. Il a pris, je sais pas, au moins 300 photos,
Et là, il s'est dit « Maman, j'ai trouvé ma voie ». Mais quand Gaël va chercher son fils ce vendredi soir, dernier jour de stage, il semble étrangement abattu. Et là, je l'ai senti très triste. Il m'a dit « Écoute maman, je veux travailler dans le laboratoire, c'est vraiment ça que je veux faire, j'ai plus envie d'aller à l'école ». Puis je lui dis « Pour être biologiste, il faut quand même que tu fasses un petit peu d'études ». Donc je lui dis « Ça peut pas, non, je lui dis tu peux pas continuer, t'as que 14 ans, il faut aller un petit peu à l'école et puis après tu pourras faire ce que tu veux ». Ils rentreront tôt ce soir-là, conscients que la semaine de vacances scolaires va être chargée. Le samedi matin, Gaël découvre un petit mot tendre laissé par son fils à son attention. Je retrouve une lettre sur la table du salon avec mon prénom écrit dessus, donc je l'ouvre et là il y a un petit papier écrit « Je t'aime ». Bon, ce que je me suis dit, il est mignon. Bon, c'est vrai que j'ai des petits « Je t'aime » comme ça, on en a partout. Donc je lui fais un bisou, je dis « Merci mon poussin », parce que je l'appelais poussin. Mais avant de partir ensemble visiter la Cité de l'Espace de Toulouse, Gaël exige que son fils range sa chambre. Bon, c'était vraiment c'était l'apocalypse. Donc je lui dis écoute Alexandre, ça suffit maintenant, il faut que tu ranges ta chambre. Parce que je lui dis sinon on ne fera pas la moitié des choses qu'on a prévu de faire. Et bon, il a rouspété un peu, donc c'est vrai que bon, j'ai un peu haussé le ton. Je lui ai dit écoute maintenant ça suffit, il faut que tu ranges ta chambre. Après cet accrochage avec son fils, Gaël descend rejoindre son mari devant la télévision. Mais 1 heure plus tard, Alexandre n'est toujours pas descendu. Je pense que c'était vers 2h. Bon, j'entendais plus trop. Je dis je vais voir où il en est, comme je faisais d'habitude. Donc je suis montée, j'ai ouvert la porte. Et ma première réaction, quand je l'ai vu pendu à son lit, j'ai cru qu'il me faisait une blague. Et là, j'ai vu que c'était pas une blague. Gaël appelle immédiatement les secours. Arrivés sur place, les pompiers sont impuissants. Ils ne peuvent que constater le décès d'Alexandre. C'est votre vie qui part en friche, votre monde qui s'écroule. Et à ce moment-là, on est mort. On est mort avec lui. Il n'y a pas d'autre mot. Carole Damiani, le témoignage de Gaël est absolument bouleversant. Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un enfant puisse passer à l'acte et se donner la mort? Alors, c'est toujours complexe un suicide. Il y a toujours un ensemble de raisons. C'est pas linéaire, c'est-à-dire il y a telle raison et il s'est suicidé pour ça. Et ce serait vraiment réducteur de dire ça s'est passé pour cette raison-là en tout cas. Mais c'est vrai que les adolescents sont dans une période déjà fragile. Et ils peuvent tout à fait s'autodétruire en allant jusque-là. Alors, il peut y avoir plusieurs phases d'autodestruction. Il y en a qui peuvent se scarifier, arrêter de manger, etc. Heureusement, ils sont rares à aller jusqu'au passage à l'acte. On a aussi l'impression que souvent, les agresseurs ne se rendent pas compte, finalement, de la pression qu'ils mettent, de la gravité de leurs actes. Lorsqu'on est confronté à du harcèlement, il y a une espèce de banalisation de la part des autres élèves. Ils ne se rendent pas compte du poids des mots qu'ils peuvent avoir. Je me souviens par exemple d'un cas d'une jeune fille où les autres élèves lui disaient « t'es grosse, t'es moche, avec la tête que t'as, tu devrais sauter par la fenêtre », jusqu'au jour où elle a vraiment sauté par la fenêtre. Et ça, les élèves avaient du mal quasiment à faire le lien entre ce qu'ils avaient dit et ce qu'elle avait fait. Effondré, Gaël va chercher à comprendre ce qui a poussé son fils à mettre fin à ses jours. Malgré la souffrance qu'il vit à l'intérieur du collège, Jackie sait qu'une fois les portes franchies, il retrouvera un semblant de liberté. Malheureusement pour lui, ses agresseurs ne se satisfont plus des violences à l'école. Ils se mettent à le poursuivre à l'extérieur de l'établissement. Habitant dans un petit village éloigné du collège, Jackie prend le bus pour rentrer chez lui à la fin des cours. Et c'est lors de ces trajets que les jeunes harceleurs vont poursuivre leur jeu cruel. Il y avait un arrêt qui était assez extirpé de la ville, enfin du petit village, et il y en a qui appuyaient dessus sans raison. Donc le chauffeur était obligé de s'arrêter, donc il voyait que personne ne descendait. Puis il exigeait que celui qui avait appuyé, il sorte. Donc ceux qui me faisaient du mal la journée que je retrouvais dans le bus me désignaient.
Donc plusieurs fois je suis descendu à cet arrêt-là. J'ai fini l'arrêt à pied et en fait au bout de la route, il m'attendait en fait et il répliquait ce qu'il faisait en journée. Pour Jackie, il n'y a pas d'issue possible face à ce calvaire incessant. Il n'allait pas arrêter. Moi, je ne voulais pas en parler. Donc, la seule solution que je voyais, et qui est bien sûr la fausse, et que aujourd'hui j'ai un peu honte d'avoir pensé à ça, j'ai pensé au suicide en fait. Donc j'ai trouvé la corde dans le garage. On en avait plein, donc c'était pas un problème. Puis j'ai fait un nœud fort, je me suis balancé sur le rond de la corde pour voir si elle allait tenir le poids. Elle a tenu, donc je me suis dit, voilà. Il est prêt à passer à l'acte. Jackie monte sur une chaise et passe la corde autour de son cou. C'est bizarre, mais je pensais au soulagement que ça me procurait. Voilà, j'avais peur, mais j'ai beaucoup plus pensé à ce sentiment de soulagement. Je me suis dit, enfin, voilà, ça va être fini. Mais avant de franchir le pas fatidique, Jackie s'accorde une dernière pensée pour ses parents. Je me suis dit, mais comment ils vont réagir quand ils vont me découvrir là, sans vie, dans la chambre? Je me suis dit... C'est pour ça que j'ai longtemps hésité en fait. C'était pas pour moi, puisque moi j'étais terminé, mais c'était pour eux. Puis je voulais pas qu'ils se sentent coupables. Soudain, sa mère l'appelle pour venir manger. C'est le signal qui va le ramener à la raison. Je crois qu'elle rigole quand je lui en parle, mais moi je crois vraiment qu'elle a senti que ça allait pas, puis qu'elle m'a appelé, et puis qu'elle m'a sauvé la vie, tout simplement, voilà. Jackie renonce au suicide. Mais il n'avoue toujours pas à ses parents le supplice qu'il endure à l'école. Suite au décès de leur fils, Gaël et Gilles sont anéantis. Je ne pouvais plus m'alimenter, on n'a pas pu dormir. Ça a été... Là, on s'est retrouvés plongés en plein cauchemar et ça a été la première nuit, ça a été la deuxième nuit, ça a été comme ça et ça l'est toujours. Pour Gaël, c'est le désarroi total. À la douleur se mêle l'incompréhension. Elle commence à se demander ce qui a pu pousser son fils irréparable. Bien sûr qu'on commence à se poser des questions, de se dire mais c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et puis après, on essaie de mener une espèce d'analyse et de se dire mais pourquoi le soir il m'a dit qu'il voulait plus retourner à l'école, pourquoi il m'a laissé un je t'aime. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle décide d'aller voir sur l'ordinateur de son fils si elle peut trouver des indices expliquant le drame. C'est en regardant sur ces pages que j'ai commencé à comprendre en fait, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très normales au niveau de l'école, des messages assez explicites sur ce que vivait Alexandre. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me lancer dans mes recherches et à essayer de remonter un peu l'histoire qu'avait pu vivre Alexandre. En naviguant de page en page, Gaël tombe sur une conversation qui va lui mettre la puce à l'oreille. C'est donc deux gamins qui discutent et il y en a un qui écrit « Tu crois qu'il s'est suicidé ?» Et l'élève avec qui Alexandre avait des problèmes à l'école répond « J'espère ». Je me suis dit « Waouh !» Enfin, je veux dire, quand bien même, on ne se réjouit pas de la mort d'un enfant, quoi. Je me suis dit « Là, il y a quelque chose de pas normal ». Gaël est choquée et blessée à la lecture des mots si violents. En remontant le fil de la conversation, elle découvre que les échanges ont commencé à peine quelques heures après le drame. Dès le samedi soir, ils commençaient déjà à parler entre eux du décès d'Alexandre. Donc là, j'ai été énormément surprise puisque je me suis dit, hormis les secours, ma famille, je veux dire, on n'avait pas non plus annoncé la nouvelle, crié la nouvelle sur les toits, comme on dit. Ça s'est passé en début d'après-midi, le soir à 8 h, ils étaient déjà au courant quasiment mieux que nous, quoi.
Bertrand Gérin, vous êtes spécialiste de la réputation numérique. Le harcèlement à l'école semble avoir été aggravé ces dernières années avec les réseaux sociaux, justement. Aujourd'hui, avec l'ouverture du terrain de jeu digital où les adolescents sont extrêmement présents, aujourd'hui, le sujet, ça devient un nouveau champ de bataille sur le harcèlement. Qui est à la maison, dans sa chambre. Voilà, qui est dans sa chambre, entre quatre murs. Jour et nuit, même les jours où il n'y a pas l'école, voilà, c'est-à-dire en permanence. Voilà. Et puis, il peut y avoir un phénomène de buzz autour d'une personne, un peu comme les phénomènes moutonniers qu'on a dans les cours de récréation. Ça joue aussi sur Internet. Oui. Et il y a beaucoup de choses qu'on dit sur Internet qu'on n'oserait pas dire dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en face des personnes, donc c'est plus facile d'une certaine façon. Et puis derrière, la personne, elle est toute seule dans sa chambre, elle n'a pas ses copains pour éventuellement le rassurer, le consoler. Donc il y a cette solitude aussi, d'une certaine façon, qui aggrave potentiellement les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les jeunes à ce harcèlement sur Internet ? L'éducation, globalement, les écoles doivent aussi, je pense, essayer d'éduquer, sensibiliser les jeunes sur ces problématiques. Donc moi je pense qu'il faudrait que dans les cours d'école, les professeurs soient formés et qu'il y ait un cours sur ces problématiques de sensibilisation, de bonnes pratiques, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, de relativiser, de donner des exemples. L'exemple de Jackie, par exemple, il est très parlant. Ça parle tout de suite aux jeunes et ils comprennent les enjeux. Face à ces découvertes, Gaëlle, la mère d'Alexandre, décide de porter plainte auprès des services de police. Des investigations sont lancées, mais au bout de 10 jours seulement, l'enquête est bouclée. Gaëlle, déterminée, n'abandonne pas ses recherches pour autant. Auprès des camarades de classe de son fils, elle découvre alors le cauchemar quotidien que vivait Alexandre. L'histoire rapportée par une petite jeune fille qui nous expliquait qu'elle attendait une amie à elle devant l'établissement ici et qu'elle a vu sortir un petit gamin qu'elle ne connaissait pas, qui s'est fait huer par une bande d'adolescents, qui s'est fait frapper. Et qu'à ce moment-là, elle demande à son amie, elle lui dit « Mais c'est qui ce petit? Pourquoi il se fait frapper ?» Et son amie qui fait partie de l'établissement lui a dit « Oh écoute, c'est rien, c'est normal, c'est Alexandre Tranchant. » Comme si c'était normal qu'il se fasse frapper, que c'était chose habituelle, quoi. Insultes, humiliations, raquettes quotidiens, coups à répétition. La terrible réalité transparaît à travers les dires des jeunes témoins. Face à ces révélations, Gaëlle est rongée par la culpabilité. En le posant là tous les matins, j'ai surtout le sentiment de l'avoir amené à la mort, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est derrière ces murs qui vivent un cauchemar. Et c'est aussi derrière les portes du collège que Gaëlle va tenter de trouver de nouvelles réponses en questionnant la direction de l'établissement. Mais très vite, elle est confrontée à une administration qui refuse de l'aider dans ses recherches. Ses manuels scolaires sont toujours à la maison, on ne m'a jamais appelé pour les réclamer. Ses affaires, parce qu'il avait un petit casier à l'intérieur de l'école, je ne sais même pas où elles sont. Personne ne m'a appelé pour me dire vous avez des affaires à récupérer, rien du tout. Ça a été, à partir de ce moment-là, ça a été porte close. Face au manque de réponse des autorités, Gaëlle se sent seule et perdue. Elle s'effondre et s'enferme dans sa douleur. Alors Gaëlle nous raconte qu'après la mort de son fils, elle a eu beaucoup de difficultés à avoir des réponses de la part de l'école. C'est la double peine des victimes qui est on est victime des harceleurs, mais on se sent victime de l'école qui ne nous entend pas, ou quelquefois simplement parce qu'on est obligé de changer d'école. Ça n'est pas normal. Il faut lutter contre ça. Peut-on considérer qu'il y a une responsabilité directe ou indirecte de l'école dans le harcèlement ? Alors, effectivement, le harcèlement à l'école, qui se passe en milieu scolaire, uniquement en milieu scolaire, je pense que l'école a une responsabilité. Il faut savoir que la loi qui a été promulguée le 8 juillet 2013 fait obligation à tous les établissements scolaires, toutes les écoles, d'avoir dans leur projet pédagogique la prévention et la lutte contre le harcèlement à l'école. Et ça sera évalué. Mais le harcèlement ne s'arrête pas au mur de l'école ? On ne peut plus dire il y a le harcèlement à l'école, le harcèlement dans le milieu privé qui serait la famille. Il faut une alliance des adultes à ce niveau-là. Il faut une alliance éducative réelle entre les parents et l'école. Ça, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat où il faut vraiment aller très loin dans l'ouverture là-dessus aux familles. Il faut les croire, il faut les écouter, il faut les aider. L'école ne peut pas porter plainte lorsque, par exemple, il y a une intrusion dans l'espace privé qu'est la page Facebook. C'est aux parents à le faire. Mais on peut l'expliquer, on peut montrer les procédures, on peut dire quelles sont les aides. C'est tout ça qui est en jeu. Après sa tentative de suicide, le calvaire de Jackie continue.
Plutôt que de tout avouer, il va trouver de nouvelles parades pour éviter au maximum les confrontations avec ses harceleurs. Pour éviter le retour en bus, il se rend régulièrement à l'infirmerie pour que ses parents viennent le chercher en voiture. L'infirmière m'a appelé pour me dire qu'il avait mal à la tête, donc j'ai été le chercher. Après, elle m'a appelé pour me dire qu'il avait mal aux jambes, donc j'ai été le chercher. Et c'est là que je me suis rendu compte à la maison qu'il allait très très bien, quoi. Donc il y avait un souci, quoi. Sa mère demande à Jackie des explications. Il lui avoue alors se faire brutaliser dans le car. Furieuse, elle se rend immédiatement chez le proviseur. Celui-ci prend note de l'affaire mais lui avoue son impuissance face à des violences qui se produisent en dehors de l'établissement. À ce moment-là, j'aurais pu tout dire dans le bureau. Je ne l'ai pas fait puisque voilà, je sais pas, voilà, pareil, peur de représailles, tout ça. Et je me suis dit, on a trop dit avec le bus, on ne va pas non plus en dire trop. Toujours effrayé par ses agresseurs, l'adolescent s'enferme dans son mutisme. La fin de l'année se poursuit dans la souffrance et les non-dits. Alors qu'il s'apprête à rentrer en 5e, les parents de Jackie lui annoncent qu'ils vont déménager à Meaux, en banlieue parisienne. J'appréhendais parce qu'il venait d'un collège pour moi assez tranquille. Et à Meaux, c'était quand même un collège difficile, quoi. Donc c'est vrai que là, j'ai eu très peur, quoi. Pour Jackie, ce changement d'établissement est avant tout un immense soulagement. Mais il ne peut pas s'empêcher d'être inquiet à l'idée d'intégrer ce nouveau collège situé dans une zone sensible. C'est vrai que j'avais extrêmement peur parce que je me suis dit, non, on va repartir dans une année en plus, voilà, c'est zone éducation prioritaire, donc ça va, voilà. Et la surprise a été que j'ai eu des cours et des professeurs extraordinaires, j'ai eu des amis extraordinaires. Et c'est justement lors d'un débat sur la tolérance en cours d'histoire que Jackie craque. Je me suis mis un peu à pleurer, j'ai eu les larmes aux yeux et je leur ai tout raconté. Tout ce qui m'était arrivé pendant la fin de l'heure. Donc les élèves, à la fin de ça, ils se sont levés et ils ont tous applaudi. Touchés par le calvaire vécu par leurs camarades, les élèves du collège font tout pour intégrer Jackie. Le délégué m'a tout de suite fait visiter le bâtiment. Il m'a présenté à d'autres élèves, aux profs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que moi aussi je voulais être délégué pour aider les élèves dans mon cas. Ça a été une sorte de petit déclic. Cet épisode va permettre à Jackie de se révéler à lui-même. Déterminé à trouver des réponses à la disparition de son fils, Gaëlle souffre du manque de coopération des personnes vers qui elle se tourne. Pour se défouler et vider son esprit, elle s'oblige à se rendre quotidiennement à la salle de sport. Bonjour Gaëlle. Merci. C'est aussi là qu'elle retrouve des personnes qui la soutiennent comme Rebecca, qui, touchée par son histoire, va se révéler être un soutien capital. J'ai su dans un premier temps qu'elle avait perdu Alexandra. Et puis j'ai su, mais vraiment 15 jours après, le pourquoi. Vraiment, j'étais pas au courant du pourquoi et ça m'a révoltée en fait. Indignée par une situation intolérable, Rebecca décide d'organiser une marche de soutien en la mémoire d'Alexandre. 200 personnes sont présentes lors de cette marche blanche. Cette marche blanche a été un déclic, ouais. C'est voilà, de se rendre compte qu'effectivement, il y a des gens qui l'aimaient beaucoup. Et puis sentir la mobilisation aussi des gens qui étaient là, c'est de se dire on n'a pas le droit, nous, de laisser tomber. Face à cette forte mobilisation, Gaëlle et Gilles se sentent plus soutenus que jamais et décident de reprendre le combat pour l'honneur de leur fils. À présent, Gaëlle et Gilles se sont tournés vers un avocat. Leur but, que l'enquête reprenne. Camarades de classe ou école, ils veulent trouver des réponses. Écoutez, donc nous faisons le point après quelques mois d'instruction pour 2 chefs de poursuite, harcèlement moral et également provocation au suicide. Sur ces recommandations, tous les membres de la famille se constituent partie civile et déposent une nouvelle plainte pour relancer l'affaire.
Grâce à cette action en justice, Gaëlle espère que l'histoire d'Alexandre ne tombera pas dans l'oubli et que les langues se délieront enfin. C'est aussi pour lui parce que, voilà, c'est qu'il ne soit pas parti pour rien, qu'il n'ait pas fait ça pour rien, que s'il a choisi cette solution extrême, c'est qu'il n'en a pas trouvé d'autre. Donc oui, c'est lui reconnaître un statut de victime. Mais pour le couple tranchant, c'est aussi un combat pour faire reconnaître le harcèlement scolaire comme un délit. Ils ont bien fait une loi contre le bizutage. Pourquoi on ne trouverait pas quelque chose contre le harcèlement à l'école? Voilà, c'est pas impossible. Le bizutage, ils ont réussi à trouver une loi dessus. Et le harcèlement, c'est quoi? C'est un bizutage, mais qui dure toute l'année. Qui ne dure pas sur 3 jours. Laurent Hincker, vous êtes avocat. Dans le cas d'Alexandre, l'éducation nationale peut-elle être condamnée? Bien sûr. Il faut déposer la plainte et il appartient au parquet, au procureur, d'analyser au cas par cas quelle est la situation et pourquoi ces adultes, ces professionnels ne sont pas intervenus. Il faut savoir que quand un enfant est à l'école, il y a la notion de transfert de droit de garde. Et donc, ce sont les enseignants qui sont gardiens. Et donc, ce sont les enseignants qui sont civilement responsables de ce qui se passe à l'école, et au-delà des enseignants, toute la hiérarchie. Alors, condamner, oui. Condamner à quoi? Le problème de la sens de la peine est un autre débat. À quoi faut-il condamner? Mais oui, je pense qu'il faut condamner. Ça semble très compliqué de mêler le milieu judiciaire et le milieu scolaire. Pourquoi? Parce que traditionnellement, on pense que ça doit se régler au sein de l'école. Longtemps, on a pensé que la violence scolaire était quelque chose d'assez marginal. Aujourd'hui, on se rend compte, grâce à des enquêtes sérieuses, que plus d'un enfant sur 10 est victime de ces violences et de harcèlement moral. Et est-ce qu'on prendrait aussi en compte les violences qui se passent à la sortie de l'école, qui se passent à l'extérieur? Bien sûr. Quand un enfant est victime de harcèlement, on le voit très bien dans le film, ça se passe dans l'école et ça se passe à l'extérieur de l'école. Et la souffrance est la même. Pour ces enfants, c'est un véritable enfer. Sauf qu'ils sont tellement culpabilisés qu'ils n'osent pas en parler. Et parce qu'ils n'osent pas en parler, finalement, ils vont retourner la violence, non pas contre leur agresseur, mais contre eux-mêmes. Devenue déléguée de classe au collège, Jackie s'épanouit auprès de ses nouveaux camarades. Mais c'est à son arrivée au lycée que l'investissement de Jackie dans la vie scolaire est le plus spectaculaire. En plus de ses activités de délégué, il va mettre en place un journal télévisé et une cérémonie de récompense. Avril, l'une de ses amies, se souvient du jeune homme avec émotion. C'était un garçon qu'on voyait tout de suite, parce que justement, il avait un naturel très joyeux, très expansif. Et c'est quelqu'un qu'on remarquait de suite et avec qui on avait envie d'aller. Il était très drôle, et donc je crois que tout le monde voulait être son ami un peu. Révolté en apprenant ce qu'il a subi en 6e, les amis de Jackie le poussent à raconter son expérience. Jackie, qui n'a jamais déposé plainte, décide d'écrire un livre. Alors, à la base, j'écrivais pas dans le but de le publier. J'écrivais juste parce que j'avais envie. Et au final, ensuite, quand je l'ai fait lire à mes amis et que j'ai vu que ça plaisait, c'est là que j'ai tenté de le publier. Puis ça a mis 2 ans. Jackie appréhende la réaction de sa mère qui ignore toujours le drame qu'il a vécu. Pour elle, la lecture du témoignage de son fils est une révélation. Elle est bouleversée. Quand j'ai lu le livre, c'est vrai que j'ai pleuré, quoi, parce que surtout qu'il parle d'un épisode où il a pensé au suicide, quoi. Donc, en tant que maman, c'est pas possible, quoi. Donc, vraiment, je crois que c'est pour ça que j'étais en colère aussi. Vraiment, colère, souffrance et culpabilité, quoi. Dans la continuité de son livre, et avec l'aide de ses amis, Jackie a décidé de monter une association afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Dans quelques semaines, il va commencer sa vague de prévention en organisant des discussions dans les classes de 6e. Et c'est au sein du collège Georges Brassens, là où il a lui-même été victime, que Jackie va symboliquement commencer son action. Aujourd'hui, Jackie va mieux. Mais cet épisode l'a profondément marqué jusqu'à influencer ses choix de vie. Il vient d'intégrer la faculté de droit de Montpellier pour réaliser son rêve et devenir procureur.
Gaël et Gilles sont toujours dans l'attente d'une décision de justice. Malgré leur chagrin, ils savent que le combat le plus dur à mener sera de continuer à vivre sans leur fils bien-aimé.